est 7h42 et je reçois Frédéric Lordon. Bonjour. Bonjour. Frédéric Lordon, vous êtes une voix importante à gauche, économiste, philosophe. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce que vous pensez du statut de l'économie aujourd'hui. J'avais envie ce matin de vous entendre sur la Grèce, la construction européenne, sur l'idée même de social et d'État, puisque c'est là-dessus que porte votre dernier ouvrage intitulé Imperium, structure et affect des corps politiques, publié aux éditions de La Fabrique. Vous partez dans ce livre de 3 scènes tirées de l'actualité pour penser l'État. La première, c'est une réunion du siècle. Le siècle, c'est un club fermé où se côtoient journalistes, industriels, politiques. La seconde scène que vous citez prend un sujet d'actualité, les naturalisations, le fait de devenir français ou de ne pas pouvoir le devenir. Et la troisième, c'est la manière dont peut être poursuivi aujourd'hui un chanteur de rap, La Rumeur, pour des propos tenus. Expliquez-nous quel lien vous faites entre ces 3 scènes vues, Frédéric Lordon. Eh bien, je crois qu'on ne pense jamais qu'à partir de ses affects. Et contradictoirement, on ne pense jamais qu'à partir de ses affects. Alors, comment 2 fois le même énoncé peut dire deux choses opposées? On ne pense jamais qu'à partir de ses affects, c'est-à-dire il y a toujours des affects au départ de la pensée. Et on ne pense jamais seulement qu'à partir de ses affects. C'est-à-dire que penser, c'est avoir éprouvé quelque chose et c'est tremper ses affects par la méthode intellectuelle, par la méthode de la pensée. Et j'avais besoin de déclarer mes affects au départ. Et c'est cette déclaration-là qui est faite en filigrane dans cette espèce d'introduction. J'avais besoin de déclarer mes affects pour qu'il n'y ait pas de malentendu et que le livre ne soit pas exposé à un contresens de lecture. Et mes affects, ce sont ceux que j'éprouve au spectacle de l'État, dont la quintessence est donnée par son appareil de force. Et aussi par la manière dont il s'occupe de l'admission dans la nationalité. Et je dois le dire, ces manières me révulsent en général. L'état de police me révulse, l'état de la nationalité substantielle me révulse, mais j'avais besoin de le dire. Et le siècle, Frédéric Lordon? Ouais, le siècle, c'est la même chose. Le siècle, ce qui m'avait frappé dans cette scène, c'est le fait que ce club de l'oligarchie tenait ses réunions sous la protection de la police d'État. Ce qui me semblait un truc tout à fait invraisemblable et qui était alors figuré d'une manière mais presque cinématographique par des CRS qui tenaient littéralement les portes de l'hôtel Crillon pour faire entrer ces messieurs. Bon, alors voilà, c'est tout ça l'État, si vous voulez. C'est tout ça qu'il y a à penser, c'est tout ça qui me révulse et dans toute la suite du livre, d'une certaine manière, je contredis mes propres affects. Je les contredis par l'analyse en disant qu'il y a lieu de penser l'État, que la perspective du dépérissement de l'État n'est qu'une asymptote lointaine et que pendant tout le temps intermédiaire, il faudra continuer de faire avec, même si nous le détestons. C'est dans ce balancement finalement que vous vous situez, qui est un balancement au cœur même de la réflexion à gauche aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait plus d'État? Quel État veut-on? Et là aussi, on retrouve dans votre livre une scène d'actualité qui concerne la jungle de Calais. Et vous dites que dans cette jungle de Calais se battent des individus par regroupements nationaux, soudanais, érythréens contre syriens. Et là, vous voyez finalement une sorte de démenti à ce que certains intellectuels pouvaient penser comme étant un prolétariat international. Vous dites qu'il y a du national, là où on voudrait voir de l'universel, Frédéric Lordon. Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a toute une pensée à gauche qui est encline au wishful thinking, c'est-à-dire à prendre son désir pour la réalité et à voir dans le nouveau prolétariat des immigrés qui louent leur force de travail en venant des 4 coins du monde, une réalisation de la classe totalement affranchie du principe d'appartenance ou du principe de nationalité. C'est la classe de l'universel, comme disait Marx, et comme disait Marx également, les prolétaires n'ont pas de patrie. Malheureusement, je crois qu'ils continuent d'en avoir une. Les marxistes en étaient aperçus d'une manière cauchemardesque en 1914, lorsqu'ils avaient imaginé que jamais les prolétaires internationalistes, en tout cas supposaient-elles, ne pourraient se faire une guerre chauvine, et ils ont été cruellement démentis. Et je pense que cette illusion perdure, et que là où on a tendance à voir un prolétariat
prolétariat internationaliste, malheureusement, nous avons encore affaire à des prolétaires nationaux déracinés, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tendance à faire litière très rapidement du principe de l'appartenance, quelque détestables que soient certaines de ces formes, et il faut pas manquer de les voir. Simplement, on ne s'en débarrasse pas par une pure pétition de principe. Et donc c'est le second problème auquel est confrontée la gauche en ce moment, question de la nationalité, question des groupes, question des communautés ou question du souverainisme, Frédéric Lordon, et c'est un problème qui est difficilement soluble dans la pensée traditionnelle de la gauche, dites-vous. Oui, exactement. Je pense que il faut sortir d'une antinomie intellectuelle catastrophique qui consiste à imaginer l'humanité soit sous l'espèce de l'unification du genre humain, soit sous l'espèce de la pulvérulence atomistique. C'est-à-dire, ou bien le genre humain serait complètement unifié, ou bien finalement la surface de la Terre serait peuplée d'une poussière d'atomes individuels. La réalité, me semble-t-il, c'est que l'humanité se présente sous l'espèce de la fragmentation en ensembles distincts. Alors évidemment, ça remanie toutes les questions qu'on peut se poser à ce propos. Les questions, c'est quels sont alors les critères qui président au découpage de ces ensembles fragmentés ? Qu'est-ce qu'on fait des nations? Qu'est-ce qu'on fait des identités? Ça peut être des critères de toutes sortes. Ça peut être des critères de religion, des critères d'ethnie, des critères d'appartenance identitaire, ou des critères de citoyenneté politique, des critères de classe, etc., etc. La question est très ouverte. Et puis évidemment, il y a la question de savoir quelle organisation interne vont se donner ces ensembles fragmentés. Mais dans la période actuelle, qui est troublée à tous égards et en proie à toutes sortes de confusions intellectuelles, j'ai le sentiment que la pensée de ces questions à gauche s'est enfermée dans une antinomie complètement ossifiée, intellectuellement ruineuse, au terme de laquelle nous n'avons plus le choix qu'entre deux options. La première qui serait, pour penser la nation, nous sommes voués à dévaler la pente identitaire substantielle et on en connaît les conséquences politiques désastreuses, ou bien opérer une sorte de déni des appartenances nationales. Alors évidemment... Est-ce que je pourrais dire... plus brutalement que vous ne le dites, Frédéric Lordon, que cette antinomie, elle est bornée d'un côté par le Front National, de l'autre par une pensée ultralibérale de la nation qui finalement considérerait qu'il n'y a pas d'identité collective, qu'il n'y a que des individus. Oui, en effet, c'est une manière de cadrer les purs qui m'irait assez bien. Et moi, ce que je veux faire, c'est sortir à tout prix de cet étau et de cette antinomie. C'est-à-dire, c'était l'un des si je puis dire, c'était l'un des buts de guerre de cet ouvrage, que de répondre à la question suivante. Comment faire droit à cette évidence que le monde est fragmenté en ensembles politiques distincts, sans tomber dans la pente identitaire raciste des communautés substantielles? Et pour ça, il me fallait un concept adéquat pour penser ces ensembles finis distincts, et ce concept, c'est celui de corps. Pas n'importe quel concept de corps, puisque on pourrait m'opposer que le concept de corps, qui est assez communément utilisé, est lui aussi enclin à des dérives organicistes, substantielles, etc. Mais le concept de corps, tel que précisément je l'ai trouvé dans la philosophie de Spinoza, et qui nous propose une toute autre conception des regroupements humains. Et là aussi, si je reformule, la notion de corps, elle peut renvoyer à une pensée, par exemple, médiévale du corps national, où il y aurait une place à chacun et une homogénéité à l'intérieur de ce corps. Ça n'est pas ce que vous proposez. Pourquoi Spinoza peut-il constituer une pensée utile pour la gauche, puisque vous vous situez à gauche, Frédéric Lordon, utile pour la gauche pour penser le moment présent, ce moment où finalement beaucoup d'intellectuels de gauche oscillent entre le souverainisme et ce que vous pourriez appeler l'ultralibéralisme. Ouais, il faudrait faire un panorama de tout ce qu'on peut faire dire dans la conjoncture intellectuelle et politique présente à la philosophie de Spinoza, et ce serait très vaste. Pour le rassembler sous un seul énoncé, je dirais que ce à quoi nous introduit la pensée de Spinoza, c'est à l'idée que la condition humaine est ce qu'il nomme la servitude passionnelle. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, les affects, les passions sont la matière même de la politique. Alors, il ne faut pas entendre par là une sorte de disqualification des idées ou des valeurs qui seraient l'antonyme des émotions ou des effervescences sentimentales collectives. Ça n'a rien à voir, c'est une antinomie reçue, mais qu'il faut absolument déconstruire. Pour Spinoza, les passions, affects, idées, valeurs, production idéologique sont intimement intriquées. Les idées, et c'est particulièrement vrai pour les idées politiques, ne reçoivent d'efficacité, de motricité, c'est-à-dire de capacité à mettre les gens en mouvement, que d'être environnés dans des atmosphères passionnelles
passionnelle. On s'enthousiasme pour une idée, le mot le dit, que si on investit cette idée par une adhésion passionnelle. On ne lutte contre les idées ou on ne défend les idées que sous l'effet des intensités affectives par lesquelles elles nous sont arrivées, qui nous traversent, etc. Donc c'est de reconsidérer le monde au prisme de la vie passionnelle individuelle et collective qui peut nous mener à toute une série d'énoncés qu'on n'a pas l'habitude d'atteindre d'habitude. Alors par exemple, parmi ces émotions qui nous traversent, certaines d'entre elles, nous les avons éprouvées récemment en voyant la photo du petit Elan sur une plage, photo qui a fait, dit-on, se mouvoir les individus en Europe. Et vous parlez justement, Frédéric Lordon, du Dieu de pitié, qu'on relie aux migrants avec en quelque sorte le spectacle de l'émotion. Est-ce que ce biais-là peut nous aider à recomposer du politique ? Assurément. Et pour la raison même que je viens d'indiquer, c'est que les idées ne deviennent véritablement efficaces au sens de la capacité à produire des effets que si elles sont accompagnées d'affects. Ce qui ne signifie pas qu'il faille s'abandonner à des affects purs, etc. Bien sûr. Mais toute la philosophie de Spinoza est consacrée à lutter contre ce qu'il appelle l'impuissance de la raison, qu'il énonce dans une proposition à mes yeux décisive de l'éthique, qui dit la connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est une connaissance vraie. Une phrase que Bourdieu a reproduite pour son propre compte en disant qu'il n'y a pas de force intrinsèque des idées vraies. Et en effet, il faut le secours des affects, en l'occurrence par exemple produit par une image, pour donner de la puissance et de l'efficacité aux idées, c'est-à-dire pour leur permettre de déterminer les corps à se mettre en mouvement. Ce qui signifie que finalement, Spinoza vous aide à ébranler un monde où la raison serait dominante, et notamment quelle raison ? Eh bien la raison du calcul économique. Alors, sauf que ça n'est pas la raison, c'est la rationalité. Et là encore, il y a une antinomie dont il faut se garder, qui serait celle qui séparerait trop strictement les passions et les intérêts, hein, comme disait Albert Hirschman, ou les affects et la rationalité. La rationalité n'est pas la raison. La rationalité, c'est du désir poursuivi par d'autres moyens. C'est le désir et les affects trempés par la méthode, par la poursuite organisée. Mais ça reste du désir. La rationalité économique est asservie à quoi ? Elle est asservie à l'accumulation monétaire. Mais alors s'il y a bien une chose qui n'est pas raisonnable, s'il y a bien une chose qui est de l'ordre des passions, c'est bien l'accumulation monétaire. Contre ces passions-là, donc qui sont des passions de possession, que proposez-vous aujourd'hui pour la gauche au travers de votre pensée de l'État, Frédéric Lordon ? Ah, alors là, c'est une toute autre question. Si vous voulez, comment dirais-je, toute cette réflexion autour de l'imperium, dont je devrais commencer d'ailleurs par dire ce qu'il n'est pas avant de dire ce qu'il est, hein, car c'est un concept qui est adéquatement formulé. Enfin, je ne suis pas en train de me voter un satisfecit, hein, c'est simplement, je le trouve à même le texte de Spinoza, mais qui est là aussi en proie à tous les contresens. Un lecteur pressé pourrait être enclin à entendre par imperium l'empire ou l'impérial, etc. Bon, ça n'est pas du tout ça. L'imperium est un concept qui est subordonné à la question suivante: qu'est-ce qui fait tenir ensemble une collection d'individus ? Et la réponse implicite, c'est précisément qu'ils sont plus qu'une collection. Et c'est ce que l'on va essayer de voir en vous suivant. On vous retrouve à 8h15 pour essayer de comprendre ce que cette collection d'individus, qui sont plus, selon vous, qu'une collection d'individus, peut construire dans l'ordre du politique. Comment cette collection d'individus peut réagir, par exemple, vis-à-vis du projet européen, vis-à-vis de la question monétaire, qui sont des questions abstraites, des fétiches, dites-vous, suivant en cela Marx, et qui, malgré tout, façonnent notablement notre quotidien. On vous retrouve tout à l'heure, Frédéric Lordon, mais dans l'immédiat, Brice Couturier. Les idées claires. Et je suis en compagnie de Frédéric Lordon, économiste, philosophe, de Brice Couturier. Frédéric Lordon, tandis que la gauche se déchire autour de la question de l'euro, traque les penseurs idiots utiles du Front National, vous fournissez dans votre dernier livre Imperium une théorie de l'État qui pourrait guider une pensée de gauche de cette sphère. Et s'il fallait résumer peut-être en une phrase votre intention, on pourrait dire que le politique doit primer sur l'économique.
C'est pas exactement comme ça que je le dirais, parce que ça serait simplement la réaffirmation d'une thèse volontariste des instances politiques, du pouvoir politique se saisissant des structures et des institutions de l'économie, etc. Thèse pour laquelle d'ailleurs j'ai une grande sympathie, mais en réalité je reformulerai le problème d'une autre manière pour là aussi aboutir à la déconstruction de cette dichotomie entre le politique et l'économique. Laquelle antinomie se dissout pour peu qu'on accède à un concept suffisamment général et suffisamment abstrait du politique. Et en l'occurrence, là pour le coup, on peut bien le tirer de la philosophie de Spinoza, qui appelle politique toute situation de composition de puissance, quelle qu'elle soit et quel que soit leur objet. Ce qui signifie que lorsque des puissances se composent en vue de la production matérielle, nous avons affaire à de la politique. Alors évidemment, les dominants économiques, les hommes du capital, n'ont rien de plus pressé que d'opérer le déni systématique et impérieux de la part politique de leur activité. Dieu sait qu'elle existe, elle est même double. D'abord, ils s'affairent directement auprès du pouvoir politique lui-même pour influencer les politiques publiques dans le sens de leurs intérêts, mais indépendamment de ça, qui est, disons, la signification triviale de la chose, ce qui se passe même entre leurs petites affaires, dans leurs petites affaires, entre eux, dans leurs alliances, dans leurs retournements d'alliances, dans leurs trahisons, dans leurs OPA, tout ça a un caractère fondamentalement politique, et fondamentalement politique également est ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise au travers de ce rapport social qu'on appelle le rapport salarial, qui est fondamentalement un rapport politique, puisque c'est un rapport de domination. Vous dites également dans ce livre qu'il y a un certain nombre de catégories fétiches. Vous reprenez en cela évidemment la notion de Marx, l'État, la monnaie, la marchandise, le capital. Je vous cite Frédéric Lordon, des choses parfois monstrueuses sorties de nos propres fabriques, ou plutôt de la fabrique du social. Et finalement, votre livre tend à essayer de déconstruire ces catégories qui seraient des fétiches, autrement dit des fantômes, des constructions et non des réalités premières. Frédéric Lordon. Absolument. Alors évidemment, il faut s'entendre sur ce qu'on dit avec le mot social. Je pense pas briser le secret de la confession, mais hier, lorsque vous m'avez proposé comme intitulé de notre matinée il faut défendre le social, je vous ai répondu que c'était le lieu de tous les contresens, vous le saviez parfaitement d'ailleurs, et que pour cette raison-là, ça me convenait parfaitement. Il faut sans doute en passer par un moment de, si vous voulez, de position de l'outrageusement faux pour intensifier l'énonciation du vrai. Bon, alors le social, c'est pas du tout ce qu'on entend usuellement par les questions sociales, etc. Non, le social, c'est le principe de consistance des collectivités humaines. C'est le principe du collectif même. Et c'est pour ça, là, on en revient à la question que j'énonçais tout à l'heure, dont ce livre est le traitement. Qu'est-ce qui fait que une collection d'individus va tenir ensemble? Alors la pensée contemporaine répond spontanément, c'est qu'ils s'associent sous le mouvement de leur libre vouloir. C'est un mouvement de leur délibération, réfléchie, consentie, etc. Et on sait que cette thèse a trouvé sa formulation la plus haute dans les philosophies du contrat social. Philosophie qui est absolument adéquate à l'émergence, à cette espèce de révolution anthropologico-historique en quoi a consisté la surrection de l'individualisme. Et en effet, pour des individus qui se conçoivent comme libres, autonomes, souverains, affranchis des tutelles, des traditions, on ne se lie qu'associativement, par le mouvement de son bon vouloir. On s'associe. Eh bien, toute la première sociologie française, celle de Durkheim, a été une réaction à ça, une réaction contre ça. Ce ne sont pas les contrats, ce ne sont pas les associations volontaires seulement qui font tenir la société ensemble, c'est le principe de consistance des groupements humains nombreux et d'une autre nature, et c'est à ce principe que je donne le nom d'imperium, en l'empruntant à la philosophie de Spinoza. Et le problème, qui est un problème très actuel, que l'on retrouve pour un certain nombre de penseurs de gauche, qui consiste donc à défendre la nation. La nation était jadis une notion considérée comme étant de droite, considérée comme étant, voire même réactionnaire. Aujourd'hui, on voit un certain nombre de penseurs de gauche considérer que le souverainisme peut être une solution. Qu'est-ce que vous faites de ces positions-là, Frédéric Lordon? Alors, en l'occurrence, tout ce travail vise à s'extraire de cette pataugeoire où ne règnent que les confusions intellectuelles les plus sombres. Je pourrais reprendre ce débat par une provocation gratuite qui dirait
nous sommes tous national-souverainistes, vous y compris. Alors, peut-être sans le savoir, hein. Mais alors vous voyez, je le dis exprès parce que l'imputation national-souverainisme est le stigmate par excellence dans la période présente. Or, nous sommes tous national-souverainistes, là encore, dès lors que nous sommes capables de retravailler, autrement qu'ils ne le sont dans le débat contemporain, les concepts de souveraineté et de nation. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté ramenée à son concept? Je ne me lasse pas de le répéter. La souveraineté, c'est le décider en commun. La souveraineté, c'est que nous décidons. Et ça n'est pas autre chose. C'est-à-dire que la souveraineté est le synonyme même de la démocratie, entendue en son sens le plus radical. Par conséquent, tous ceux qui ont de la démocratie plein la bouche doivent s'avouer logiquement souverainistes. Ils sont des défenseurs du principe de souverainiste. Et la nation, dans ces conditions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la nation, c'est l'espace de réalisation historique de ce principe de souveraineté. Ce qui signifie que les contours de ce qu'on appelle les nations, qui sont des constructions historiques, peuvent varier dans l'histoire. Brice Couturier. Oui, il y a un certain nombre de renversements idéologiques très intéressants qui sont en train de se produire. Si on pense à l'histoire même de la gauche et du socialisme et même du radicalisme au cours du siècle XXe. Renversement concernant, par exemple, le salariat. J'en parlais tout à l'heure. Les socialistes au XIXe siècle et les radicaux jusqu'aux années 20 entendaient abolir le salariat qui était considéré comme une forme d'esclavage et leur idéal était celui de la profession libérale parce que c'était l'indépendance. Les socialistes voulaient, on sait aussi, faire dépérir l'État, qui était conçu comme un instrument de domination sociale, et également, ils voulaient déconstruire les nations. Aujourd'hui, on assiste à une espèce de renversement radical, très étrange quand on y pense sur la longue durée. D'une part, on veut maintenir le salariat classique en CDI, même si on voit bien qu'il est en train de s'effriter de tous côtés. On veut élargir le périmètre d'intervention de l'État et renforcer d'ailleurs ses moyens d'action, et on veut de la même façon, installer, enfin certains en tous les cas à gauche, veulent installer des espèces de lignes maginaux-douanières pour que l'État récupère en effet sa capacité politique d'intervenir sur l'économie. Là aussi, c'est une espèce de renversement. Quand on pense que celui qui a dit politique d'abord, c'était Charles Maurras, c'était pas Karl Marx. Il y avait plutôt chez les socialistes et chez la gauche du 19e et du début du 20e siècle l'idée qu'il fallait au contraire affranchir l'État des tâches économiques. Les fondateurs de notre République qui étaient des libéraux, comme Jules Ferry, prenait au contraire la non-intervention de l'État dans le domaine de l'économie. Très étrange renversement, non ? Non, toutes ces choses n'ont rien d'étrange. Enfin, les marxistes n'étaient pas des proudhoniens, les marxistes n'étaient pas des libertaires, et le dépérissement de l'État, chez Marx, c'était une perspective asymptotique, c'est-à-dire qu'on en passait par l'État. On en passait par l'État pour transformer radicalement les rapports sociaux, afin d'organiser son évanouissement, mais tendanciel seulement. Bon, il est bien certain que, face aux puissances privées du capital, seule une puissance macroscopique a les moyens de s'opposer avec quelques chances de succès. Et cette puissance macroscopique, malheureusement, il n'y en a pas 36 que nous puissions avoir sous la main. Il n'y en a qu'une, c'est l'État, pour une raison extrêmement simple, qui est que l'État, mais alors là il faudrait rentrer dans le détail des thèses de ce livre, l'État est le captateur de la puissance de la multitude. C'est toute la force du collectif qui est captée, alors pour le meilleur ou pour le pire, hein, d'ailleurs, par l'État. Je suis pas en train de verser dans des apologies de l'État. J'essaye de me tenir à un propos aussi analytique que possible dans ce livre. Mais précisément, Frédéric Lordon, lorsque vous dites que la puissance de la multitude est captée par l'État, si on lit Pierre Bourdieu, en tout cas le premier Pierre Bourdieu, on a l'impression que cette puissance est non pas captée, elle est confisquée par un certain nombre d'intérêts qui sont des intérêts particuliers de ce que Pierre Bourdieu appelait les dominants en capital social ou en capital culturel. C'est tout à fait exact. Et c'est Alexandre Matron, immense relecteur de la philosophie de Spinoza, qui a insisté sur cette distinction conceptuelle fondamentale de la puissance et du pouvoir, potentia et potestas, et qui dit d'une manière lapidaire, le pouvoir, c'est la confiscation par les dirigeants de la puissance de leur propre sujet. Et c'est vrai. Donc, en effet, ce problème est d'une complexité bien plus grande que les renversements qui ont été évoqués à l'instant. En effet, l'État est littéralement le pharmacone. C'est ce qui peut nous détruire, nous asservir. C'est aussi ce qui peut sauver une partie de la société de l'asservissement par la minorité des plus puissants, des dominants, etc. Et Bourdieu lui-même avait fait du chemin qui n'était pas un retournement de veste sur cette question de l'État, qui était simplement une adaptation de sa pensée aux
transformation de la conjoncture. Le premier Bourdieu, celui de la reproduction, voyait en effet, dans l'esprit de l'époque, l'État comme une puissance asservissante, investie par les groupes dominants, etc., etc. Et puis le néolibéralisme arrive, et il le dit à son corps défendant, à regret, je ne sais plus quels sont ses termes exacts, il voit dans l'État le seul moyen de s'opposer à des puissances privées qui sont celles du capital. Et alors aujourd'hui, comment faire pour que cet État ne devienne pas un instrument entre les mains du capital selon vous? Comment faire pour réussir à tordre cet État dans le sens d'une répartition plus juste des richesses, du pouvoir, bref, dans le sens de plus d'équité, Frédéric Lordon? Dans les termes de la théorie marxiste, on ne se débarrassera pas de l'ordre bourgeois en se contentant d'investir l'État de l'ordre bourgeois. Il y a quelque chose d'exact là-dedans. C'est-à-dire l'idée, il faut bien voir à quel point l'État contemporain, c'est ça le point sur lequel je voudrais insister vraiment très fortement. C'est-à-dire on a parlé de l'État, entre guillemets, depuis le début de notre conversation, mais de quel État parle-t-on? Moi, le concept d'État que j'essaye de théoriser dans ce livre est extrêmement abstrait, extrêmement général, et en réalité antérieur à toutes ces différenciations morphologiques. Si bien que ce même concept d'État, je peux l'appliquer à des formes politiques extrêmement différentes, comme l'État-tribu, l'État-police au sens de la cité grecque, l'État-empire, l'État absolutiste, l'État moderne bourgeois, l'État du capital, si vous voulez, etc., etc. Donc, ce qui est bien certain, c'est que l'État du capital, qui est la forme contemporaine de l'État, est à détruire. Est-ce que ça nous affranchira de l'État en général? C'est là où ma réponse est non. Justement, Frédéric Lordon, dans un post de votre blog, La Pompe à Finance sur Le Monde Diplo, vous dites que le Front National représente un piège. Vous dites que le Front National représente un piège qui est attiré notamment auprès d'un certain nombre de penseurs de gauche. Et vous avez ce propos qui est un propos assez dur. Vous dites que le capital ne se connaît aucun ennemi à droite. Aussi loin qu'on aille à droite, le capital viendra à sa rencontre. Historiquement, c'est une thèse qui pourrait être discutée. On pourrait voir dans quelle mesure, précisément, l'extrême droite, voire les nazis, n'ont pas été favorables à toutes les forces du capital. Ouais, c'est une thèse qui a trouvé, en tout cas, quelques confirmations historiques spectaculaires et dont je dis qu'elle est sur le point d'en trouver de nouvelles. Expliquez-nous pourquoi, selon vous. Le débat sur l'euro dans lequel nous sommes en train de replonger est affligé par le renvoi au stigmate du Front National et l'assimilation des deux termes, ce qui était évidemment une ignominie intellectuelle dernière. Et en réalité, c'est même la double peine. Car on afflige les partisans de la sortie de l'euro, qui se différencient alors notoirement, hein, je veux dire, personnellement, du point de vue de la stratégie ou de la tactique politique, je n'ai rien de commun, par exemple, avec Jacques Sapir, qui lui en est à prôner des alliances ouvertes. Donc que la chose soit dite. Mais c'est la double peine parce que ma thèse est que viendrait-il au pouvoir, le Front National ne ferait pas la sortie de l'euro. Pourquoi ça? Il ne la ferait pas précisément pour la raison que vous avez indiquée dans cette citation, et qui tient à ce que si la perspective d'un succès électoral du FN se matérialisait, le grand capital viendrait à sa rencontre. Et il viendrait pour pactiser dans une transaction dont les termes seraient les suivants. Vous aurez notre collaboration économique, vous aurez même probablement du financement, vous aurez quelques transfusions d'experts parce que vous êtes un peu pauvre en cadre, mais en contrepartie, vous ne toucherez pas à l'euro. Parce que le capital sait très bien que l'euro est la machine à discipliner le salariat d'une efficacité comme on n'en a pas vu depuis des décennies. Et ce mouvement de convergence du capital et du Front National est en train de s'opérer dans une déclaration à valeurs actuelles, d'un titre qui n'est pas tout à fait neutre. Alain Minc déclare qu'en 2017, bien sûr, il votera Juppé, mais que, après tout, pour le coup d'après, pourquoi pas Marine Le Pen, dès lors que, évidemment, elle aura, dit-il, abandonné cette fadaise de la sortie de l'euro. Charles Becbédé, patron moderne, vous voyez, c'est pas la bourgeoisie racie, etc. Charles Becbédé, lui aussi, est en train de loucher du côté du Front National, etc., etc. Donc, attendez, excusez-moi de vous interrompre, c'est difficile. Comment expliquez-vous alors que Laurence Parisot, quand elle était la patronne du MEDEF, ait sorti un livre contre Marine Le Pen, montrant à ses ouailles, les patrons, à quel point son programme économique et social était particulièrement dangereux pour leurs intérêts? Ça me semble contradictoire avec ce que vous venez de dire. Alors, ça n'est pas contradictoire pour deux raisons. La première, c'est que le capital n'est pas un bloc homogène. La deuxième, c'est qu'on pourrait critiquer la lecture ou la profondeur de l'intuition de Laurence Parisot en matière d'analyse
d'analyse du programme économique du FN. Et je pense que, elle est en bien particulier, placée quand même. Pour défendre les intérêts du patronat et voir en quoi ils peuvent être effectivement menacés. Ah oui, mais ça, si vous voulez, par l'étatisation de l'économie. La prégnance des intérêts n'est pas un gage de profondeur analytique. Hein. Les intérêts se trompent, ils errent. Hein. C'est arrivé plus d'une fois. Et je pense qu'en l'occurrence, j'ai pas lu le livre de Laurence Parisot, vous savez mieux que les patrons ce qu'est leur intérêt finalement. Ah non, ça je ne sais pas mieux ce qu'il est, mais je sais qu'il leur arrive au nom de leur intérêt de faire fausse route entièrement. Et à ce sujet, lorsque vous dites que les patrons peuvent faire fausse route, est-ce que vous pensez, puisque on voit aujourd'hui un débat se construire autour de cela, est-ce que vous pensez que d'autres intellectuels de gauche, en dehors de Jacques Sapir, sont les idiots utiles du Front National? Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'un Michel Onfray a aujourd'hui une responsabilité dans ses dernières sorties à ce sujet? Bon, écoutez, très honnêtement, je n'ai pas envie de plonger dans ce débat. Pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est que tout l'effort intellectuel de ce livre vise précisément à s'extraire de ce marécage où ne règne que confusion conceptuelle et à essayer de remanier complètement les termes de ce débat pour lui faire dire un peu autre chose. Lorsque vous écrivez, Frédéric Lordon, c'est le peuple, ou comme dit Spinoza, la multitude qui est le sujet de l'histoire et qui se moque bien de recevoir ces directives des intellectuels. Quel rôle, du coup, vous pouvez vous donner, vous, intellectuels de gauche, pour essayer de guider les citoyens, nous tous, qui cherchons évidemment à agir pour transformer ce monde? Le premier rôle que je pourrais leur donner, c'est de renoncer précisément à être des guides. S'il y a une figure de l'intellectuel avec laquelle j'ai plus que des réserves, c'est celle du phare de la pensée guidant le peuple. C'est un modèle de l'intellectuel qui a prévalu pendant des années, qui a prévalu dans le passé, mais dont je crois l'absence de pertinence a été avérée. Donc évidemment, il ne faut pas. Rien ne m'est plus odieux que la démagogie épistémologique, si vous voulez. Comment dirais-je, l'effort d'approfondir une discipline, l'effort de produire des savoirs requiert du temps, requiert de l'investissement personnel et crée de fait des inégalités. C'est une inégalité dont la formule finalement avait été énoncée par Platon lorsqu'il avait fait inscrire à la porte de l'académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et en effet, pour devenir géomètre, il faut s'en donner la peine, il faut s'en donner l'investissement et l'effort. Donc ceci nous confère, à supposer que je puisse parler au nom de nous les intellectuels, ce qui n'a en réalité aucun sens. Enfin, ceci confère des devoirs et ceci confère une position sans doute particulière, mais qui n'est certainement pas celle de guide. Alors les intellectuels, eh bien, émettent leurs avis, émettent les résultats de leurs pensées, de leurs analyses, et ils les mettent à la disposition du débat public. Le débat public s'en saisit, il les malaxe et il en fait ce qu'il veut. Vous n'êtes pas seulement un intellectuel, vous êtes aussi un économiste, Frédéric Lordon. On a vu les résultats des législatives grecques. On a vu, ou en tout cas certains ont considéré qu'il s'agissait d'un retournement de veste de la part d'Alexis Tsipras par rapport donc aux positions de l'Europe, par rapport à des propositions qu'il a critiquées au départ et qu'il a finalement acceptées. Que pensez-vous de ce que la gauche radicale pourrait faire par rapport à ces positions-là? En l'occurrence, son aggiornamento. Il y a toute une partie de la gauche radicale qui a communié avec Tsipras dans ce qu'on pourrait appeler la croyance de l'euro. Alors, dans le cas d'Alexis Tsipras, elle était particulièrement gratinée puisqu'elle pouvait s'énoncer ainsi. Bon, si vous voulez, on peut, à l'aide de témoignages de certains qui ont été très proches de lui, on peut la reconstituer de cette manière. Tsipras pensait qu'à partir du moment où il serait élu et qu'il jouirait d'un mandat démocratique, il n'aurait aucun mal à se faire entendre par les autres États membres qui étaient eux-mêmes des gouvernements élus et démocratiques et que ce seul point commun suffisait à créer l'espace d'un compromis possible. Évidemment, il n'en a rien été. Donc c'était une illusion stratégique et une naïveté au dernier degré que de croire qu'il y avait la moindre possibilité de ce côté. Et ce qui s'est avéré dans la crise de cet été, mais qu'il était en réalité déjà depuis des années, pourvu qu'on se donne la peine de voir la chose, c'est que l'illusion d'un autre euro possible, l'illusion d'une
transformation de l'intérieur des institutions économiques et monétaires européennes est une lubie, c'est une vue de l'esprit. Par conséquent, si la gauche radicale avait à négocier un tournant sur cette question, ça serait celui qui consisterait à afficher la sortie de l'euro délibérée comme l'une des options délibérément assumées de son paysage stratégique. Semble-t-il dans le choix qu'a pris Alexis Tsipras et que pourraient prendre d'autres partis de la gauche radicale, l'idée c'est qu'une sortie de l'euro serait un coût trop exorbitant pour ceux-là même qui constituent le peuple, et on considère donc que finalement aujourd'hui l'euro en Grèce mais aussi ailleurs est un moindre mal. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Je Lordon ? demande où est le coût exorbitant. 25% de PIB en moins, 25% de taux de chômage, plus de 50% de taux de chômage des jeunes, plus de 20% de baisse du revenu moyen. Où sont les coûts exorbitants? La dévaluation qui fait que pour le consommateur, les produits importés, et la Grèce produit très peu de choses, deviennent hors d'accès. Mais non, ils deviennent pas hors d'accès, ils deviennent plus chers, transitoirement, et c'est exact. Lorsque l'Islande a résolu sa crise bancaire, la couronne islandaise a été dévaluée de quasiment les 2/3. Les 2/3, ça n'est pas rien, n'est-ce pas? Il en a résulté une inflation la première année de 9%. Bon, ah oui, c'est plus que les 2% visés par la Banque Centrale Européenne. Mais on peut survivre. On survit d'autant mieux que dans les quelques années qui ont suivi, l'inflation s'est stabilisée à un niveau qui est inférieur aux 2% en question. Que la sortie de l'euro ne soit pas un dîner de gala, je suis le premier à le dire et à le répéter. Que, au sortir de cet accord assassin du 13 juillet, elle ait été virtuellement impossible, je le dis également. Mais ceci est le résultat de 6 mois d'erreurs stratégiques accumulées. Et cependant, je dis également que, et c'est là qu'on en revient à Spinoza et aux passions, les corps sociaux sont paralysés par la peur, et que entre un fléau certain et la possibilité d'un salut risqué, ils choisissent toujours le premier terme. Autrement dit, vous considérez qu'il n'y a pas de salut hors de la sortie de l'euro, Frédéric Lordon? Écoutez, oui, j'en suis venu à considérer la chose car je pense que s'affranchir de la logique mémorandaire et des politiques économiques d'austérité dans le cadre des traités est une contradiction dans les termes. Par conséquent, on peut bien se donner, si l'on veut, la perspective d'un enchaînement à la plan A, plan B. Ouvrons l'épreuve de force par acquis de conscience et pour voir jusqu'où il est possible d'aller dans la tentative de transformer les institutions européennes de l'intérieur. Et puis, une fois que l'échec sera consommé, alors activons l'option du plan B, pourvu qu'on la comprenne réellement comme l'option de la sortie de l'euro. Et donc, si l'on vous suit, cela signifie qu'Alexis Tsipras a été une nouvelle fois digéré par la logique du capital? Absolument. Est-ce que c'est en quelque sorte l'horizon dans lequel se situent aujourd'hui les gauches radicales selon vous en Europe? Écoutez, il faut tenir deux aspects hétérogènes de la situation présente. Regardez le paysage. Il y a eu Tsipras en Grèce, il y a Podemos en Espagne, il y a Corbyn au Royaume-Uni, il y a Bernie Sanders aux États-Unis. Qu'est-ce que nous disent toutes ces émergences électorales? Elles nous donnent une indication quant au degré de pourrissement généralisé de la social-démocratie occidentale, disons. Mais évidemment, sur ce paysage de pourrissement, ce sont des choses incertaines qui sont en train de se reconstituer, et c'est probablement une étape transitoire avant que des alternatives plus tranchées et plus résolues ne se dégagent.